Imaginez découvrir que votre mari et votre propre sœur vous trompent dans votre propre lit. Imaginez que cette découverte ne soit que le début d'un cauchemar qui va détruire tout ce en quoi vous avez cru. Cette histoire vraie va vous glacer le sang et vous montrer jusqu'où peut aller la cruauté humaine quand elle se cache derrière le masque de l'amour. Avant de commencer cette histoire bouleversante, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Et si ce type de témoignage vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires authentiques qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, et si je partage aujourd'hui mon histoire avec vous, c'est parce que j'ai appris que parfois, les pires trahisons viennent de ceux qu'on aime le plus. Ma vie était tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais un mari que j'aimais, 2 enfants adorables, un travail stable comme infirmière, et surtout, une sœur qui était ma confidente, ma complice, ma meilleure amie. Mathieu, mon mari, était électricien. Nous nous étions rencontrés à 22 ans lors d'une soirée entre amis. Il avait cette façon de rire qui illuminait toute la pièce, ses yeux verts qui me faisaient fondre, et cette gentillesse naturelle qui m'avait conquise dès le premier regard. Nous avions emménagé ensemble après 6 mois de relation. Nous étions mariés 2 ans plus tard. Mathieu était le genre d'homme que toutes les femmes enviaient. Attentionné, travailleur, excellent père. Il rentrait tous les soirs à 18h30, m'embrassait sur le front, prenait les enfants dans ses bras et demandait comment s'était passée ma journée. Mes enfants, Lucas et Emma, avaient respectivement 8 et 6 ans. Lucas ressemblait trait pour trait à son père avec ses boucles châtaines et son sourire espiègle. Emma était mon mini-moi avec ses grands yeux bleus et son caractère déterminé. Ils étaient ma fierté, ma raison de vivre, ces petits êtres qui me donnaient la force de me lever chaque matin pour affronter les gardes difficiles à l'hôpital. Ma routine était bien rodée. Réveil à 6 heures, petit déjeuner en famille, accompagnement des enfants à l'école, journée de travail intense à l'hôpital où je m'occupais du service gériatrie, récupération des enfants, courses, dîner, devoirs, coucher. Les week-ends, nous faisions des sorties en famille, des pique-niques au parc, des après-midi cinéma. Une vie simple, mais qui me comblait. Ma sœur Isabelle était ma confidente depuis toujours. Elle avait 29 ans, était célibataire et travaillait comme vendeuse dans une boutique de mode. Isabelle était tout mon contraire. Spontanée là où j'étais organisée, aventureuse là où j'étais prudente, séductrice là où j'étais discrète. Elle avait cette beauté naturelle qui attirait tous les regards, ses longs cheveux blonds, ondulés, cette silhouette de mannequin qu'elle entretenait religieusement. Nous nous parlions tous les jours au téléphone. Elle passait chez nous au moins 3 fois par semaine, et mes enfants l'adoraient. Isabelle avait toujours eu du mal avec les relations durables. Elle enchaînait les histoires d'amour passionnées mais brèves, se plaignait souvent de ne pas trouver l'homme idéal, celui qui saurait la comprendre et l'aimer comme elle le méritait. Je l'écoutais patiemment, je la conseillais, je la consolais quand elle avait le cœur brisé. Parfois, elle me disait qu'elle enviait ma stabilité, ma petite famille parfaite, mon mari fidèle et aimant. « Tu as tellement de chance, Claire », me disait-elle souvent. « Mathieu est un homme exceptionnel. Il t'aime vraiment, ça se voit dans ses yeux quand il te regarde. Moi, je n'arrive pas à trouver quelqu'un comme lui. » Ces paroles me touchaient. J'étais consciente d'avoir de la chance et je remerciais la vie tous les jours pour cette famille unie que nous formions. Mathieu et moi, nous nous disputions rarement et quand cela arrivait, c'était pour des broutilles, les tâches ménagères, les finances, l'éducation des enfants. Rien de grave, rien qui ne se réglait pas avec une discussion calme et un câlin réconciliateur. Notre couple avait ses petites habitudes. Le dimanche matin, Mathieu se levait tôt pour aller chercher les croissants à la boulangerie. Nous prenions le petit déjeuner au lit avec les enfants, regardions des dessins animés tous ensemble. Le soir, après le coucher des petits, nous nous installions dans le canapé. Je posais ma tête sur son épaule et nous regardions un film ou une série. C'étaient ces moments simples qui faisaient la beauté de notre vie. Isabelle se joignait souvent à nous pour ses soirées cocooning. Elle s'installait dans le fauteuil en face de nous, picorait dans notre bol de pop-corn, commentait les films avec son humour décalé. Mathieu et elle s'entendaient de bien. Ils partageaient la même passion pour le cinéma d'action, la même façon de taquiner gentiment. Parfois, je les regardais rire ensemble et je me disais que j'avais de la chance d'avoir un mari qui s'entendait si bien avec ma sœur. Ma vie professionnelle était épanouissante.
J'aimais mon métier d'infirmière, même si les gardes étaient parfois difficiles. S'occuper des personnes âgées demandait beaucoup de patience et d'empathie. Mais voir un sourire sur le visage d'un patient, recevoir un merci sincère, savoir que j'avais contribué à soulager une souffrance, tout cela donnait du sens à ma vie. Mes collègues étaient devenus des amis. Nous formions une équipe soudée qui s'entraidait dans les moments difficiles. Mathieu était fier de mon travail. Il me disait souvent que j'étais son héroïne du quotidien, que ce que je faisais était admirable. Quand je rentrais épuisée après une garde de nuit, il s'occupait de tout. Les enfants, le ménage, les repas. Il ne se plaignait jamais, au contraire. Il me massait les pieds en me demandant de lui raconter ma journée. Financièrement, nous nous en sortions bien. Nos 2 salaires nous permettaient de vivre confortablement, de partir en vacances une fois par an, de gâter un peu les enfants. Nous avions acheté notre maison 5 ans plus tôt. Une jolie petite maison de ville avec un jardin où les enfants pouvaient jouer. Mathieu l'avait rénovée de ses propres mains, peignant chaque mur, posant le carrelage, aménageant les combles en bureaux. Cette maison était notre fierté, notre cocon, le symbole de notre réussite commune. Les week-ends, nous recevions souvent des amis. Mathieu faisait des barbecues dans le jardin, je préparais des salades, les enfants jouaient avec leurs copains. Isabelle était toujours de la partie. Elle apportait le dessert et animait la soirée avec ses histoires drôles. Nos amis nous enviaient cette harmonie familiale, cette complicité évidente entre nous tous. Pourtant, si je repense à cette période maintenant, je réalise qu'il y avait peut-être déjà des signes que je n'ai pas su voir, des petits détails qui auraient dû m'alerter. La façon dont Isabelle regardait Mathieu quand elle pensait que je ne la voyais pas. La façon dont Mathieu souriait quand elle arrivait chez nous. Leurs plaisanteries privées, leurs références que je ne comprenais pas toujours, leurs échanges de regards complices quand ils regardaient le même film. Mais à l'époque, je ne voyais rien de tout cela. J'étais aveuglée par ma confiance, par mon amour pour eux deux. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer qu'ils puissent me trahir. Isabelle était ma sœur, ma confidente, celle qui me soutenait dans tous mes projets. Mathieu était mon mari, l'homme avec qui j'avais construit une famille, celui qui m'avait juré fidélité devant Dieu et devant les hommes. Comment aurais-je pu soupçonner qu'ils étaient capables de détruire ma vie, de piétiner ma confiance, de briser ma famille? J'étais une femme heureuse, comblée par sa famille, épanouie dans son travail. Je croyais dur comme fer que l'amour et la fidélité étaient des valeurs sacrées, que la famille était un rempart contre les difficultés de la vie. J'étais innocente, naïve peut-être, mais j'étais surtout une femme qui aimait sincèrement et qui faisait confiance. Cette confiance allait bientôt être brisée de la façon la plus cruelle qui soit. Tout a commencé à changer, il y a environ 8 mois. Au début, c'était des détails si insignifiants que je me reprochais d'y accorder de l'importance. Vous savez, ces petits signaux d'alarme que notre instinct perçoit, mais que notre raison refuse d'accepter. J'ai toujours été quelqu'un d'intuitive, capable de sentir les tensions, les non-dits, les malaises, mais cette fois-ci, je me suis forcée à ignorer cette petite voix intérieure qui me murmurait que quelque chose ne tournait pas rond. Le premier signe, c'est la façon dont Isabelle avait commencé à changer. Ma sœur avait toujours été coquette, mais là, c'était différent. Elle qui venait chez nous en jogging et cheveux attachés, se mettait soudain à arriver maquillée, parfumée, habillée comme pour un rendez-vous galant. Quand je lui demandais pourquoi elle se faisait si belle juste pour nous voir, elle riait et me répondait qu'elle travaillait sur sa confiance en elle, qu'elle avait décidé de s'aimer davantage et de prendre soin d'elle. « Il faut que je me remette sur le marché de l'amour », disait-elle en ajustant sa robe devant le miroir de l'entrée. « J'ai 29 ans. Je ne vais pas rester célibataire toute ma vie. » Sur le moment, j'avais trouvé cette démarche positive. Isabelle sortait d'une rupture difficile avec un homme qui l'avait trompée, et je pensais qu'elle reprenait confiance en elle. Je l'encourageais même dans cette voie. Je la complimentais sur ses nouvelles tenues, sur sa nouvelle coupe de cheveux, sur son nouveau parfum, ce parfum capiteux qui imprégnait toute la maison quand elle partait. Mais il y avait autre chose. Sa façon de regarder Mathieu avait changé. Avant, elle le saluait distraitement, lui faisait la bise rapidement comme on le fait avec un beau-frère apprécié mais sans plus. Maintenant, elle s'attardait dans ses bras, plongeait ses yeux dans les siens en lui parlant, trouvait toujours une excuse pour le toucher, lui prendre le bras pour souligner une plaisanterie, lui poser la main sur l'épaule pour le remercier, ajuster sa cravate en prétextant qu'elle était de travers.
Mathieu, de son côté, avait commencé à changer lui aussi. Lui, qui était toujours rentré à heure fixe, se mettait à avoir des retards de plus en plus fréquents. J'ai dû finir un chantier. Le client voulait absolument qu'on termine aujourd'hui. J'ai eu des embouteillages monstres. Toujours une excuse plausible, toujours une explication logique. Mais quand il rentrait, il avait cette expression que je n'arrivais pas à définir. Un mélange de culpabilité et d'excitation qui me mettait mal à l'aise. Il avait aussi commencé à accorder plus d'attention à son apparence. Mathieu avait toujours été soigné, mais sans plus. Soudain, il se mettait à changer de chemise 2 fois par jour, à utiliser mon après-rasage, à passer plus de temps dans la salle de bain. Quand je lui demandais s'il avait un entretien important ou une réunion avec un client, il balayait mes questions d'un geste de la main. Non, j'ai juste envie de me sentir bien dans ma peau. Le téléphone était devenu son meilleur ami. Mathieu, qui n'était pas du genre à être collé à son portable, ne le quittait plus. Il le prenait partout avec lui, dans la salle de bain, dans le jardin, même pour sortir les poubelles. Et quand il recevait un message, son visage s'illuminait d'un sourire qu'il tentait maladroitement de dissimuler. Un jour, j'ai voulu regarder par-dessus son épaule pour voir ce qui le faisait sourire ainsi. Et il a rapidement fermé l'écran en marmonnant quelque chose à propos de messages de travail ennuyeux. « Depuis quand tu mets un code sur ton téléphone ?» lui avais-je demandé un soir en le voyant taper discrètement sa combinaison. « Depuis que j'ai des informations confidentielles de clients dessus ?» avait-il répondu sans me regarder. « Tu sais, avec toutes ces histoires de piratage, on n'est jamais trop prudent. » Cette réponse m'avait semblé étrange. Mathieu était électricien, pas avocat ou médecin. Quelles informations confidentielles pouvait-il bien avoir sur son téléphone? Mais je n'avais pas insisté, préférant lui faire confiance. Les soirées en famille avaient pris une tournure différente. Quand Isabelle était là, l'atmosphère était électrique. Pas de façon désagréable, au contraire. Il y avait comme une énergie nouvelle, une complicité renforcée entre eux deux. Ils riaient de blagues que je ne comprenais pas, se lançaient à des regards entendus, finissaient les phrases l'un de l'autre. Parfois, j'avais l'impression d'être de trop dans mon propre salon, comme si j'étais une intruse dans leur bulle. Un soir, alors que nous regardions un film, j'ai dû monter coucher Emma, qui s'était endormie dans le canapé. Quand je suis redescendue, ils étaient penchés l'un vers l'autre, parlaient à voix basse en regardant quelque chose sur le téléphone de Mathieu. En me voyant, ils se sont écartés brusquement, et Mathieu a rangé précipitamment son portable. « Qu'est-ce que vous regardiez ?» avais-je demandé innocemment. « Rien d'important », avait répondu Isabelle, un peu trop rapidement. Mathieu me montrait des photos de son dernier chantier. Cette explication m'avait paru bancale. Depuis quand Isabelle s'intéressait-elle aux travaux d'électricité? Et pourquoi cette gêne palpable quand j'étais arrivée? J'ai commencé à observer plus attentivement. Leurs messages arrivaient souvent en même temps. Le téléphone de Mathieu vibrait, puis celui d'Isabelle quelques secondes plus tard. Leurs absences coïncidaient parfois aussi. Mathieu prétextait une course urgente. Isabelle avait soudain un rendez-vous important. Ils partaient chacun de leur côté, mais quelque chose me disait qu'ils ne se dirigeaient pas vers des destinations différentes. Un dimanche, j'ai testé mes soupçons naissants. J'ai inventé une histoire à Isabelle, prétextant que Mathieu m'avait dit qu'elle avait un nouveau petit ami. Sa réaction a été révélatrice. Elle a rougi, a bégayé, a nié avec véhémence, mais son trouble était évident. Plus tard dans la journée, Mathieu m'a fait une réflexion qui m'a glacée. « Au fait, ta sœur m'a dit que tu pensais qu'elle avait un nouveau copain. Où tu as été chercher ça ?» Ils se parlaient donc dans mon dos. Ils se racontèrent nos conversations. Cette découverte m'a fait l'effet d'une douche froide. J'ai réalisé que j'étais peut-être en train de vivre dans un mensonge, que ces 2 personnes que j'aimais le plus au monde étaient peut-être en train de me trahir. J'ai commencé à faire attention aux détails. L'odeur du parfum d'Isabelle qui traînait parfois dans la voiture de Mathieu, les cheveux blonds que je trouvais sur ses vêtements, ses retards qui coïncidaient avec les absences mystérieuses de ma sœur, les sourires en coin qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne les voyais pas. Un jour, j'ai décidé de passer à l'improviste chez Isabelle. J'avais fini ma garde plus tôt que prévu et je voulais lui faire la surprise. J'ai sonné plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Sa voiture était pourtant dans l'allée. J'ai fait le tour par le jardin et j'ai vu que les volets de sa chambre étaient fermés en plein après-midi. J'ai entendu de la musique, des voix étouffées, des rires. J'ai failli frapper à la porte-fenêtre, mais quelque chose m'a retenu. Une peur sourde, la terreur de découvrir quelque chose que je ne voulais pas voir.
Je suis repartie sans me manifester, le cœur battant, les mains tremblantes. J'ai passé le reste de la journée à me torturer l'esprit. Et si ce n'était pas ce que je pensais? Et si Isabelle avait simplement de la visite? Et si je me faisais des idées? Mais au fond de moi, je savais. Mon instinct me criait la vérité, mais ma raison refusait de l'accepter. Le soir, Mathieu est rentré à l'heure habituelle, détendu, souriant. Il m'a embrassée, a pris les enfants dans ses bras, a demandé comment s'était passée ma journée. Tout semblait normal, mais j'ai remarqué qu'il sentait le parfum d'Isabelle, ce parfum capiteux que je connaissais si bien, qui imprégnait maintenant ma maison, ma voiture, mon mari. « Tu es passé voir Isabelle aujourd'hui ?» ai-je demandé le plus naturellement possible. « Moi ? Non, pourquoi ?» a-t-il répondu sans me regarder dans les yeux. « Pour rien, j'ai cru sentir son parfum sur toi. »« Ah, peut-être hier soir quand elle est venue ? Tu sais comme elle se parfume fort. » Ce mensonge éhonté m'a fait l'effet d'une gifle. Isabelle n'était pas venue hier soir. Elle avait annulé à la dernière minute, prétextant une migraine. Mathieu venait de me mentir en face, sans ciller, avec ce sourire que je connaissais si bien et qui soudain me paraissait faux. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'observais le profil de Mathieu dans l'obscurité. Cet homme que j'aimais depuis 12 ans, le père de mes enfants, celui en qui j'avais une confiance absolue. J'essayais de voir en lui le traître, le menteur, l'homme capable de détruire sa famille pour une aventure. Mais je n'y arrivais pas. Il avait l'air si paisible, si innocent dans son sommeil. J'ai pensé à Isabelle, à notre complicité de toujours, à tous ces moments partagés, à tous ces secrets échangés. Elle qui me disait qu'elle m'aimait plus que tout au monde, qu'elle ne me ferait jamais de mal. Elle qui connaissait mes peurs, mes faiblesses, mes blessures. Comment pouvait-elle être en train de me détruire? J'ai pleuré en silence cette nuit-là, étouffant mes sanglots dans l'oreiller pour ne pas réveiller Mathieu. J'ai pleuré sur ma naïveté, sur ma confiance aveugle, sur cette famille que je sentais s'effriter sous mes pieds. J'ai pleuré sur cette femme que j'étais encore hier, cette femme heureuse et confiante qui ne doutait de rien, car au fond de moi, je savais que cette femme-là était en train de mourir et que celle qui allait naître de ses cendres serait à jamais différente. Le jour où ma vie a basculé était un jeudi comme les autres. J'avais terminé ma garde à 14h au lieu de 19h parce qu'une collègue était arrivée plus tôt pour me remplacer. J'étais fatiguée. J'avais envie de rentrer chez moi, de prendre un bain chaud et de me reposer avant d'aller chercher les enfants à l'école. C'était une journée de février, froide et grise, mais je me réjouissais de ces quelques heures de liberté inattendue. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement remarqué que la voiture d'Isabelle était garée dans notre allée. C'était étrange, car elle ne m'avait pas prévenu de sa visite et elle savait que je travaillais normalement jusqu'à 19h. J'ai pensé qu'elle était peut-être venue voir Mathieu pour lui demander un dépannage électrique. Cela arrivait parfois qu'elle fasse appel à ses services. J'ai ouvert la porte d'entrée doucement, sans faire de bruit. Je ne voulais pas les déranger s'ils étaient en pleine discussion technique. La maison était silencieuse, mais j'ai entendu de la musique qui venait de notre chambre. Une musique douce, sensuelle, que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est serré. Pourquoi y avait-il de la musique dans notre chambre en plein après-midi? J'ai posé mon sac dans l'entrée et j'ai commencé à monter les escaliers. Chaque marche me semblait peser 1 tonne. J'avais l'impression de marcher vers ma propre exécution, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais comme hypnotisée par cette musique, par ce silence suspect, par cette intuition terrible qui grandissait en moi. Arrivé sur le palier, j'ai vu que la porte de notre chambre était entr'ouverte. J'ai entendu des voix, des murmures, des rires étouffés. J'ai reconnu la voix de Mathieu, puis celle d'Isabelle. Ils parlaient à voix basse, mais je distinguais leurs mots. Isabelle disait quelque chose à propos de mon travail, de mes horaires, du fait que j'étais toujours fatiguée. Mathieu répondait que les choses allaient changer, qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Mon sang s'est glacé. De quoi parlait-il? Quelles choses allèrent changer? Qu'est-ce qui ne pouvait plus continuer? J'ai approché mon visage de l'entrebâillement de la porte. Ce que j'ai vu m'a anéanti. Isabelle était allongée sur mon lit, sur mes draps, dans ma robe de chambre. Elle était à moitié nue, ses longs cheveux blonds étalés sur mon oreiller. Mathieu était assis à côté d'elle, torse nu, et il lui caressait le visage avec une tendresse que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Tu es si belle !» lui murmurait-il. « Je ne peux plus me passer de toi. »« Moi non plus » répondait-elle en se blottissant contre lui. « Mais j'ai peur qu'elle découvre tout. Tu sais comme elle est intuitive. »« Elle ne soupçonne rien, » a dit Mathieu. « Elle me fait confiance aveuglément.
Et puis, elle est tellement prise par son travail et les enfants qu'elle ne voit rien. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. La façon dont il parlait de moi, avec ce mélange de mépris et de condescendance, m'a fait plus mal que la trahison elle-même. J'étais celle qui ne voit rien, celle qui fait confiance aveuglément, celle qui est trop prise par son travail. J'étais devenue un obstacle, une gêne, quelqu'un dont il fallait se méfier. Combien de temps encore on va devoir faire semblant ? A demandé Isabelle en l'embrassant dans le cou. Pas longtemps, a répondu Mathieu. Je vais lui parler bientôt. Je vais lui dire que notre mariage ne fonctionne plus, que nous nous sommes éloignés. Je ne mentionnerai pas ton nom, bien sûr. Et les enfants s'habitueront. Au début, ce sera dur, mais ils comprendront que leur père a le droit d'être heureux. J'ai eu envie de vomir. Il parlait de détruire ma famille, de briser le cœur de mes enfants, de piétiner 12 ans de mariage, comme s'il s'agissait d'un simple inconvénient. Et ma sœur, ma propre sœur, celle qui avait promis d'être la marraine de mes enfants, était complice de cette destruction. J'ai voulu faire irruption dans la chambre, les confronter, leur crier ma douleur et ma colère. Mais mes jambes ne me portaient plus. J'étais paralysée par le choc, incapable de bouger, de parler, de respirer. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « J'ai envie de toi », a murmuré Isabelle d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix rauque et sensuelle. « Moi aussi », a répondu Mathieu en l'embrassant avec passion. J'ai fermé les yeux, mais je ne pouvais pas fermer mes oreilles. J'entendais leurs baisers, leurs caresses, leurs gémissements. J'entendais ma sœur prononcer le nom de mon mari comme jamais elle n'aurait dû le faire. J'entendais mon mari lui dire des mots d'amour qu'il ne me disait plus depuis longtemps. Soudain, je n'ai plus supporté. J'ai poussé la porte d'un coup sec et je suis entrée dans la chambre. Ils se sont figés en me voyant. Isabelle a poussé un cri de surprise et s'est cachée sous les draps. Mathieu s'est levé d'un bond, a attrapé son pantalon et a commencé à le remettre précipitamment. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois », a commencé Isabelle d'une voix tremblante. « Ah bon ?» ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, une voix froide et coupante. « Et qu'est-ce que je crois exactement ? Que ma sœur et mon mari sont en train de baiser dans mon lit ? Que vous planifiez de détruire ma famille ? Que vous vous foutez de mes sentiments et de ceux de mes enfants ? » Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils me regardaient tous les deux avec des yeux terrifiés, comme des enfants pris en flagrant délit. Mathieu a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé instinctivement. « Claire, laisse-moi t'expliquer. » a-t-il dit en tendant la main vers moi. « M'expliquer quoi ?» ai-je hurlé. « M'expliquer que pendant que je travaille pour nous faire vivre, toi tu baises ma sœur dans notre lit ? M'expliquer que vous vous moquez de moi depuis des mois ? M'expliquer que vous planifiez de détruire la vie de mes enfants ? Ce n'était pas prévu comme ça, a balbutié Isabelle en se rhabillant maladroitement. C'est arrivé progressivement. On ne voulait pas te faire de mal. Vous ne vouliez pas me faire de mal ? J'ai répété, incrédule. Vous baisez dans mon lit et vous ne voulez pas me faire de mal ? Vous prévoyez de détruire mon mariage et vous ne voulez pas me faire de mal ? J'étais en état de choc total. Mon corps tremblait de tous ses membres. Ma vision était floue, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Toute ma vie venait de s'écrouler en quelques secondes. Ces deux personnes que j'aimais le plus au monde, en qui j'avais une confiance absolue, venaient de me poignarder dans le dos de la façon la plus cruelle qui soit. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé d'une voix blanche. Ils ont échangé un regard gêné. C'est Mathieu qui a fini par répondre. 4 mois. 4 mois. 4 mois pendant lesquels il me mentait en face, jouait la comédie de la famille unie, me faisait croire que j'étais aimée et respectée. 4 mois pendant lesquels Isabelle venait chez moi, embrassait mes enfants, me demandait des conseils de sœur, tout en couchant avec mon mari dans mon dos. « Comment avez-vous pu ?» ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Comment avez-vous pu me faire ça ? Toi, Isabelle, tu es ma sœur. Je t'ai toujours soutenue, toujours aidée, toujours aimée. Et toi, Mathieu, tu es le père de mes enfants. Nous avons construit une vie ensemble. Comment avez-vous pu détruire tout ça ? On est tombés amoureux, a répondu Isabelle comme si cela excusait tout. On ne l'a pas choisi, Claire. Ça nous est tombé dessus. Tombé dessus ? J'ai éclaté d'un rire hystérique. L'amour vous est tombé dessus dans mon lit ? Vous n'avez pas choisi de me mentir, de me tromper, de planifier derrière mon dos ? Claire, écoute-moi, a dit Mathieu en s'approchant à nouveau. Notre mariage ne fonctionnait plus depuis longtemps. Nous nous sommes éloignés, nous ne nous parlions plus vraiment. « C'est faux !» ai-je crié. « Notre mariage allait très bien.
Nous faisions l'amour encore la semaine dernière. Tu me disais que tu m'aimais, tu mentais. » Il a baissé les yeux, incapable de me regarder. Cette lâcheté m'a encore plus révoltée que sa trahison. Il n'avait même pas le courage d'assumer ses actes. « Sors de ma maison », ai-je dit d'une voix ferme. « Sortez tous les deux de ma maison immédiatement. »« Claire, il faut qu'on parle », a tenté Isabelle. « Sortez !» ai-je hurlé avec toute la force qui me restait. Ils ont obéi, se sont habillés en silence sous mon regard glacial et sont partis sans un mot. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, les moteurs de leur voiture démarrer, puis le silence. Un silence terrible, pesant, qui résonnait comme un glas. Je me suis effondrée sur le lit, sur ces draps souillés par leur trahison. J'ai senti l'odeur du parfum d'Isabelle, l'odeur de l'après-rasage de Mathieu, l'odeur de leur trahison. J'ai arraché les draps, les ai jetés par terre, mais l'odeur était partout, imprégnée dans les murs, dans mes souvenirs, dans mon cœur brisé. J'ai pleuré, comme jamais je n'avais pleuré. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de mon être. J'avais l'impression qu'on m'arrachait les entrailles, qu'on me vidait de mon essence même. Toute ma vie venait de partir en fumée. Mon mariage, ma famille, ma confiance en l'amour, ma relation avec ma sœur, tout était détruit. J'ai pensé aux enfants. Comment allais-je leur expliquer? Comment allais-je leur dire que papa ne rentrerait plus à la maison? Que tante Isabelle avait détruit notre famille? Comment allais-je leur expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? J'ai regardé notre chambre. Cette chambre où nous avions fait l'amour tant de fois, où nous avions ri, parlé, rêvé ensemble. Cette chambre où j'avais accouché d'Emma lors d'un accouchement surprise. Cette chambre pleine de souvenirs heureux qui venaient d'être profanés par leur trahison. J'ai pris une douche brûlante. J'ai frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, comme si je pouvais effacer la souillure de cette découverte. Mais rien ne pouvait effacer ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais ressenti. Cette image était gravée dans ma mémoire pour l'éternité. Quand il a fallu aller chercher les enfants, j'ai mis un masque. J'ai souri. J'ai fait semblant que tout allait bien. Lucas m'a demandé pourquoi j'avais les yeux rouges. J'ai prétexté une allergie. Emma m'a fait un dessin de notre famille. Papa, maman, Lucas, Emma et tante Isabelle, tous souriants sous un grand soleil. Ce dessin m'a brisé le cœur une fois de plus. Le soir, quand Mathieu n'est pas rentré et n'a pas donné de nouvelles, Lucas a demandé où était papa. J'ai dit qu'il avait un dépannage urgent et qu'il rentrerait tard. Mensonge. Encore un mensonge. Mais comment dire la vérité à un enfant de 8 ans? Cette nuit-là, seul dans mon lit king size qui me semblait immense et glacial, j'ai réalisé l'ampleur du désastre. Je n'avais plus de mari, plus de sœur, plus de famille. J'étais seule avec mes 2 enfants et une douleur si profonde qu'elle me donnait envie de mourir. J'avais 34 ans et j'avais l'impression que ma vie était finie. Les jours qui ont suivi la découverte ont été les plus noirs de ma vie. Je me suis retrouvée plongée dans un état que je ne saurais décrire autrement que comme une mort à l'intérieur. Mon corps fonctionnait par automatisme. Je respirais, je mangeais quand j'y pensais, je m'occupais des enfants, mais mon âme était comme anesthésiée, vidée de toute émotion autre qu'une douleur sourde et constante. Mathieu n'était pas rentré de la nuit. Le vendredi matin, il a envoyé un SMS laconique. « Je viens chercher mes affaires ce soir. Les enfants seront là ?» J'ai répondu par un simple « non » et j'ai demandé à ma voisine de les garder. Je ne voulais pas qu'ils assistent à l'effondrement définitif de leur famille. Il est arrivé vers 19h avec 2 valises vides et l'air de quelqu'un qui se rend à un enterrement. En me voyant, il a tenté un sourire contrit qui m'a donné envie de le gifler. Comment osait-il sourire après ce qu'il venait de faire? « Claire, il faut qu'on parle », a-t-il dit en posant ses valises dans l'entrée. « Il n'y a rien à dire », ai-je répondu d'une voix que je voulais ferme, mais qui tremblait malgré moi. « Prends tes affaires et pars. Tu ne comprends pas? Ce qui s'est passé avec Isabelle, c'est... »« C'est quoi ?» l'ai-je interrompu. « Un accident? Une erreur? Vous êtes tombé par hasard dans le lit ?» Il a soupiré et s'est passé la main dans les cheveux, ce geste que je connaissais si bien et qui maintenant me révulsait. « C'est plus compliqué que ça. Notre couple battait de l'aile depuis longtemps, Claire. Tu le sais très bien. Nous n'étions plus que des colocataires qui élevèrent des enfants ensemble. » Cette phrase m'a fait l'effet d'une bombe. Comment pouvait-il réécrire notre histoire de cette façon? Comment pouvait-il transformer 12 ans d'amour en simple cohabitation? « C'est faux !» ai-je explosé.
Notre couple allait bien, nous étions heureux. Tu me disais que tu m'aimais, tu faisais des projets avec moi. Je croyais t'aimer, a-t-il dit en évitant mon regard. Mais avec Isabelle, j'ai découvert ce qu'était vraiment l'amour. Cette passion, cette complicité, cette « Taise-toi !» ai-je hurlé. Ne me parle pas de ta passion pour ma sœur. Ne souille pas davantage ce qui nous reste de respect mutuel. Il s'est tu et a commencé à monter vers notre chambre. Je l'ai suivi, incapable de rester en bas. Le voir emballer ses vêtements, ses livres, ses objets personnels était une torture, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque objet qu'il mettait dans sa valise était un morceau de notre vie commune qui disparaissait. « Où vas-tu habiter ?» ai-je demandé malgré moi. « Chez un copain, temporairement », a-t-il répondu sans me regarder. Je savais qu'il mentait. Il allait probablement emménager chez Isabelle. Cette pensée m'a donné la nausée. « Et les enfants ? Tu comptes leur expliquer comment ? Je leur dirai que papa et maman ne s'entendent plus et qu'ils vont vivre séparément, que ce n'est pas de leur faute et que nous les aimons toujours autant. Et Isabelle ? Tu comptes leur dire que leur tante chérie a détruit leur famille ? » Il s'est arrêté de plier ses chemises et m'a regardé pour la première fois depuis son arrivée. Isabelle n'a rien détruit du tout. Elle n'est que le révélateur de ce qui n'allait plus entre nous. Cette capacité qu'il avait à inverser les rôles, à faire d'Isabelle et de lui les victimes d'un amour plus fort qu'eux, me rendait folle de rage. 12 ans de mariage, Mathieu. 12 ans à construire ensemble, à se soutenir, à s'aimer. Tu balances tout ça pour une aventure avec ma sœur ? Ce n'est pas une aventure, a-t-il dit en fermant sa valise. Nous sommes amoureux, nous allons construire quelque chose ensemble. Sur les ruines de ma vie, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il a pris ses valises et s'est dirigé vers la porte. Dans l'encadrement, il s'est retourné une dernière fois. Je suis désolée que ça se passe comme ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait quand même, ai-je répondu. Et le pire, c'est que tu continues à le faire en refusant d'assumer tes choix. Après son départ, je me suis effondrée sur le canapé du salon. Cette maison qui était notre cocon familial me paraissait soudain immense et vide. Partout, il y avait des traces de notre vie commune. Les photos de mariage sur la cheminée, les dessins des enfants sur le frigo, le fauteuil de Mathieu qui gardait encore son empreinte. Isabelle avait tenté de me joindre plusieurs fois. Elle avait laissé des messages larmoyants sur mon répondeur, m'implorant de la rappeler, me disant qu'elle pouvait tout m'expliquer. J'ai effacé tous ces messages sans les écouter jusqu'au bout. Je n'avais rien à entendre de sa part. Le week-end a été un cauchemar. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi papa n'était pas là, pourquoi tante Isabelle ne venait plus nous voir, pourquoi maman pleurait tout le temps. J'ai inventé des excuses, des mensonges, des demi-vérités pour gagner du temps. Mais je savais que je ne pourrais pas leur cacher la vérité très longtemps. Lucas, avec sa perspicacité d'enfant de 8 ans, a été le premier à poser la question qui tue. « Maman, papa et toi, vous allez divorcer ?» Cette question m'a coupé le souffle. Comment un enfant si jeune pouvait-il avoir cette intuition ? J'ai bredouillé une réponse évasive, mais son regard triste m'a fait comprendre qu'il avait déjà compris. Emma, plus petite, était dans le déni total. Elle continuait à demander quand papa allait rentrer, quand tante Isabelle allait venir jouer avec elle. Chaque question était un poignard dans mon cœur. J'ai dû me résoudre à prendre une semaine de congé. Je n'arrivais plus à me concentrer au travail, j'avais les yeux perpétuellement rouges, je sursautais au moindre bruit. Mes collègues s'inquiétaient, mais je n'arrivais pas à leur expliquer ce qui m'arrivait. La honte m'empêchait de parler. J'avais l'impression que ma trahison était écrite sur mon front, que tout le monde pouvait voir que j'étais une femme trompée, abandonnée. C'est ma mère qui m'a forcée à sortir de ma léthargie. Elle a débarqué chez moi un mardi soir, inquiète de ne plus avoir de nouvelles. En me voyant dans l'état où j'étais, amaigrie, les cheveux en bataille, les yeux cernés, elle a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. « Claire, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Où est Mathieu ? Et les enfants, ils vont bien ?» J'ai essayé de jouer la comédie, de lui dire que tout allait bien, mais j'ai craqué. J'ai fondu en larmes dans ses bras et je lui ai tout raconté. Sa réaction a été celle que j'attendais. Elle était sous le choc, en colère, révoltée par la trahison d'Isabelle. « Cette petite peste !» a-t-elle dit en serrant les poings. « Comment a-t-elle pu te faire ça ? Et Mathieu se lâche, détruire sa famille pour une aventure ?»« Ce n'est pas une aventure, maman, » ai-je dit amèrement. « Ils disent de qu'ils s'aiment. Ils vont construire leur bonheur sur les ruines du mien. » Ma mère m'a serré fort contre elle, et pour la première fois depuis la découverte, je me suis sentie un peu moins seule.
Elle est restée chez moi cette nuit-là, s'est occupée des enfants, m'a forcé à manger, a commencé à remettre de l'ordre dans ma vie. « Tu vas t'en sortir », m'a-t-elle dit le lendemain matin. « Tu es forte, Claire, plus forte que tu ne le crois. Et tu as tes enfants, tu as moi, tu as des amis qui t'aiment. » Mais au fond de moi, je ne me sentais pas forte du tout. Je me sentais brisée, vidée, comme une coquille vide. Comment allais-je me reconstruire après une telle trahison? Comment allais-je faire confiance à nouveau? Comment allais-je expliquer à mes enfants que l'amour n'était finalement qu'une illusion? Les nuits étaient le pire moment. Seule dans ce grand lit où j'avais dormi pendant des années avec Mathieu, je ressassais sans fin les événements. Je cherchais les signes que j'avais loupés, je me reprochais ma naïveté, je m'en voulais de ne pas avoir vu plus tôt. J'analysais chaque geste, chaque parole, chaque regard de ces derniers mois. Comment avais-je pu être si aveugle? Et puis il y avait cette douleur physique, cette sensation d'avoir un trou béant dans la poitrine, cette impression que mon cœur avait été arraché et piétiné. Je n'avais jamais imaginé qu'une trahison puisse faire aussi mal physiquement. J'avais des maux de tête constants, j'avais perdu l'appétit, je maigrissais à vue d'œil. Une semaine après le départ de Mathieu, j'ai reçu un appel qui m'a achevé. C'était ma belle-sœur, la sœur de Mathieu, qui m'annonçait qu'elle était au courant de la situation et qu'elle était désolée. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand elle m'a dit « Tu sais, Claire, au fond, je ne suis pas vraiment surprise. » Mathieu et Isabelle avaient une complicité particulière depuis le début. On s'en était rendu compte en famille, mais on pensait que c'était juste de la sympathie. Même sa famille avait vu ce que moi, j'avais refusé de voir. Cette révélation m'a plongé encore plus profondément dans la culpabilité et la honte. J'étais la dernière à savoir, la dernière à comprendre, l'épouse bafouée qui fermait les yeux sur l'évidence. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je devais agir, que je ne pouvais pas rester dans cet état d'effondrement éternel. Pour mes enfants, pour moi, pour ma dignité. Je devais me battre, même si j'avais l'impression de n'avoir plus aucune force. Car au fond, malgré toute cette douleur, il me restait l'essentiel, mes enfants et la vie devant moi. La reconstruction a commencé par un pas minuscule, presque insignifiant. Un matin, au lieu de rester couché à ruminer ma douleur, je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis habillée correctement et j'ai emmené les enfants prendre un petit déjeuner dans notre café préféré. Lucas et Emma étaient surpris de me voir souriante et leur joie m'a donné envie de continuer dans cette voie. « Maman, tu vas mieux ?» m'a demandé Emma en croquant dans son croissant au chocolat. « Oui, ma chérie », ai-je répondu en lui caressant les cheveux. « Maman va de mieux en mieux. » Et c'était vrai. Pas complètement, pas encore, mais quelque chose en moi commençait à se réveiller. Une petite flamme de combativité que je croyais éteinte pour toujours. J'ai pris la décision de consulter une psychologue. Au début, j'ai résisté à cette idée. J'avais l'impression que c'était admettre ma faiblesse, reconnaître que je n'arrivais pas à m'en sortir seule. Mais ma mère a insisté, et elle avait raison. J'avais besoin d'aide professionnelle pour comprendre ce qui m'arrivait et apprendre à gérer cette douleur. Dr Moreau était une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et à la voix apaisante. Lors de notre première séance, je n'ai pratiquement pas réussi à parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge, transformés en sanglots. Elle m'a tendu des mouchoirs et m'a simplement dit « Prenez le temps qu'il vous faut. Nous avons tout le temps. » Petit à petit, j'ai réussi à mettre des mots sur ma souffrance. Dr Moreau m'a expliqué que ce que je vivais était un véritable traumatisme, que la trahison de proches provoquait les mêmes symptômes qu'un stress post-traumatique. Elle m'a aidé à comprendre que je n'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé, que ma confiance n'était pas de la naïveté, mais de l'amour. « Vous avez aimé avec sincérité », m'a-t-elle dit lors d'une séance. C'est eux qui ont choisi de trahir cette confiance. Vous n'avez rien fait de mal en croyant en votre mariage et en votre sœur. Ces mots ont été comme un baume sur mes blessures. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie moins coupable, moins honteuse. Parallèlement à la thérapie, j'ai dû faire face aux aspects pratiques de ma nouvelle vie. J'ai contacté un avocat pour entamer la procédure de divorce. Maître Dubois était une femme énergique qui m'a immédiatement mise en confiance. Elle m'a expliqué mes droits, m'a rassurée sur l'aspect financier, m'a conseillé sur la garde des enfants. « Vous avez tous les atouts en main », m'a-t-elle dit. « Vous êtes la partie lésée, vous avez un emploi stable, les enfants vivent avec vous. Mathieu devra assumer ses responsabilités financières. » L'idée du divorce me faisait encore mal, mais je commençais à l'accepter comme une nécessité.
Je ne pouvais pas rester mariée à un homme qui m'avait trahi de cette façon. Le plus difficile a été d'annoncer la vérité aux enfants. J'ai attendu d'être plus stable émotionnellement et j'ai demandé conseil à Dr Moreau sur la façon de procéder. Un dimanche après-midi, je les ai assis sur le canapé et je leur ai expliqué, avec des mots simples et adaptés à leur âge, que papa et maman ne s'aimaient plus comme avant et qu'ils allèrent vivre séparément. Lucas a éclaté en sanglots. « C'est de ma faute? C'est parce que j'ai été méchant? » « Non, mon cœur, ai-je dit en le serrant fort contre moi. Ce n'est jamais la faute des enfants quand les parents se séparent. Papa et moi, nous t'aimons plus que tout au monde, toi et Emma. Ça ne changera jamais. » Emma, elle, a posé la question que je redoutais. « Et tante Isabelle, pourquoi elle ne vient plus nous voir ?» J'ai respiré profondément avant de répondre. Tante Isabelle et maman ne se parlent plus pour le moment. Parfois, les adultes se disputent, comme vous quand vous vous fâchez avec vos copains. Je n'ai pas eu le courage de leur dire toute la vérité. Ils étaient trop petits pour comprendre la complexité de la situation. J'ai préféré leur épargner cette souffrance supplémentaire. Mathieu a commencé à voir les enfants un week-end sur 2. Ces moments étaient déchirants pour moi. Voir mes petits partir avec leurs valises pour aller chez leur père me brisait le cœur à chaque fois. Et quand ils revenaient en me racontant qu'ils avaient vu la nouvelle amie de papa, j'avais envie de hurler. Car oui, Mathieu et Isabelle ne se cachaient plus. Ils s'affichaient en couple, allaient au restaurant, au cinéma, vivaient leur amour au grand jour. Cette indécence me révoltait. Ils n'avaient même pas la décence d'attendre un peu, de respecter ma douleur et celle des enfants. Un jour, Lucas m'a dit innocemment « La nouvelle amie de papa, elle ressemble à tante Isabelle. » Mon sang s'est glacé. J'ai compris qu'il ne l'avait pas reconnue, qu'Isabelle avait changé de coiffure ou quelque chose comme ça pour ne pas être identifiée immédiatement. Cette hypocrisie m'a mise hors de moi. J'ai appelé Mathieu ce soir-là pour lui dire ma façon de penser. « Comment oses-tu présenter Isabelle aux enfants? Comment oses-tu leur infliger ça? Ils doivent s'habituer, » a-t-il répondu calmement. « Isabelle fait partie de ma vie maintenant. Et leur douleur, tu y penses? Ils viennent de perdre leur famille et tu leur imposes en plus la présence de celle qui l'a détruite? Tu dramatises, Claire. Les enfants s'adaptent plus facilement qu'on ne le croit. » Cette conversation m'a fait réaliser à quel point Mathieu avait changé. L'homme empathique et bienveillant que j'avais épousé avait laissé place à quelqu'un d'égoïste et d'insensible. Ou peut-être que cette facette de sa personnalité avait toujours existé et que j'avais refusé de la voir. Pour m'aider à surmonter cette épreuve, j'ai décidé de me reconnecter avec mes amis. J'avais un peu négligé mes amitiés ces dernières années, trop prise par ma vie de famille. Sylvie, ma meilleure amie du lycée, a été la première que j'ai appelée. Elle a immédiatement proposé de venir me voir. « Ma pauvre chérie », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Quelle horreur! Et dire que je trouvais Isabelle si sympathique. Quelle actrice! Retrouver Sylvie m'a fait du bien. Elle m'a écoutée pendant des heures, m'a laissé pleurer sur son épaule, m'a rappelé qui j'étais avant Mathieu et Isabelle. Elle m'a aussi secouée quand il le fallait. « Claire, tu es belle, tu es intelligente, tu es drôle, tu es généreuse. Mathieu est un crétin de t'avoir laissé partir. Sa perte fera le bonheur d'un autre. » L'idée de rencontrer quelqu'un d'autre me paraissait encore impensable, mais ces paroles m'ont redonné un peu confiance en moi. J'ai aussi renoué avec mes passions d'avant. J'avais arrêté de peindre depuis la naissance d'Emma, faute de temps. J'ai ressorti mes pinceaux, mes toiles, mes couleurs. Peindre me permettait d'exprimer mes émotions sans avoir besoin de mots. Mes premières toiles étaient sombres, pleines de colère et de tristesse. Puis, petit à petit, des couleurs plus vives ont commencé à apparaître. J'ai repris le sport aussi. Avant, je faisais de la course à pied pour évacuer le stress du travail. J'ai remis mes baskets et j'ai recommencé à courir. Au début, je n'arrivais même pas à faire 1 kilomètre sans être essoufflée. Mais progressivement, j'ai retrouvé ma forme et avec elle, une partie de ma confiance en moi. Le plus grand changement a été dans ma façon de voir les choses. Grâce à la thérapie, j'ai compris que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, pouvait être une opportunité de me redécouvrir, de reconstruire ma vie selon mes vraies envies. Qui êtes-vous, Claire, quand vous n'êtes pas l'épouse de Mathieu et la sœur d'Isabelle ? M'a demandé Dr Moreau lors d'une séance. Cette question m'a fait réfléchir. J'avais défini ma vie par rapport aux autres pendant si longtemps que j'avais oublié mes propres désirs, mes propres rêves. J'ai commencé à faire des choses pour moi. J'ai acheté des vêtements qui me plaisaient vraiment, pas ceux que Mathieu préférait. J'ai changé de coiffure,
J'ai raccourci mes cheveux et je les ai teints dans une couleur plus audacieuse. J'ai redécoré la maison selon mes goûts, en effaçant peu à peu les traces de notre vie commune. 6 mois après la découverte, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai brûlé ma robe de mariée. Sylvie était avec moi dans le jardin et nous avons regardé cette robe symbole de mes illusions perdues partir en fumée. C'était un geste symbolique, mais il m'a libérée d'un poids énorme. « Tu renais de tes cendres », m'a dit Sylvie en regardant les flammes. Et c'était exactement ce que je ressentais. J'étais en train de renaître, de devenir une nouvelle version de moi-même, plus forte, plus authentique, plus indépendante. Les enfants aussi commençaient à s'adapter à notre nouvelle vie. Ils avaient leurs moments difficiles, bien sûr, mais ils voyaient que maman allait mieux, et cela les rassurait. Lucas m'a dit un jour « Maman, tu ris plus qu'avant ». Cette remarque m'a fait réaliser que j'avais peut-être été malheureuse dans mon mariage sans m'en rendre compte. Au travail aussi, mes collègues remarquaient le changement. « Tu as quelque chose de différent », m'a dit Marie, une infirmière avec qui je m'entendais bien. « Tu sembles plus vivante. » J'ai fini par leur raconter ce qui m'était arrivé. Contrairement à ce que je craignais, je n'ai pas eu droit à de la pitié, mais à de la solidarité et de l'admiration pour ma façon de rebondir. 1 an après la découverte, j'ai reçu une lettre d'Isabelle. Une longue lettre où elle s'excusait, disait qu'elle regrettait, qu'elle s'était perdue, qu'elle avait agi par jalousie envers ma vie stable. Elle écrivait que sa relation avec Mathieu battait de l'aile, qu'ils se disputaient constamment, qu'elle réalisait qu'elle avait tout détruit pour rien. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère, à savoir que leur histoire ne fonctionnait pas. Mais la plus grande partie de moi ressentait juste de la tristesse. Tristesse pour ma sœur qui avait gâché sa vie et la mienne, tristesse pour le temps perdu, tristesse pour cette complicité que nous ne retrouverions jamais. J'ai gardé la lettre quelques jours, puis je l'ai jetée sans y répondre. Je n'étais pas prête à pardonner, et je ne savais pas si je le serais un jour. Mais je ne ressentais plus de haine non plus, juste de l'indifférence, ce qui était peut-être pire pour elle. Car j'avais appris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas reconstruire sa vie en gardant un pied dans le passé. Pour avancer, il fallait que je fasse le deuil définitif de l'Isabelle que j'avais connue et aimée. Cette femme-là n'existait plus, ou peut-être n'avait jamais existé. C'est à cette période que j'ai rencontré Antoine. C'était lors d'une soirée organisée par l'hôpital pour fêter la fin de l'année. Je ne voulais pas y aller, mais mes collègues m'avaient convaincu. Antoine était médecin dans le service de cardiologie. Je l'avais déjà croisé dans les couloirs, mais nous ne nous étions jamais vraiment parlé. Il est venu me voir pendant la soirée et m'a proposé de danser. J'ai d'abord refusé. Je n'avais pas dansé depuis mon mariage. Mais il a insisté avec un sourire si charmant que j'ai fini par accepter. « Je vous vois souvent dans les couloirs », m'a-t-il dit pendant que nous dansions. « Vous avez toujours l'air si concentré, si déterminé. J'ai toujours eu envie de vous connaître. » Cette déclaration m'a surprise et troublée. Cela faisait si longtemps qu'un homme ne s'était pas intéressé à moi de cette façon. J'avais oublié l'effet que cela pouvait faire. Nous avons passé la soirée à discuter. Antoine était divorcé lui aussi, père d'une fille de 12 ans. Il comprenait les difficultés de la monoparentalité, les cicatrices laissées par un divorce difficile. Nous avions beaucoup de choses en commun. « Vous accepteriez de prendre un café avec moi un de ces jours ?» m'a-t-il demandé à la fin de la soirée. J'ai hésité. L'idée de sortir avec un homme me terrifiait encore. Comment pourrais-je faire confiance à nouveau? Comment pourrais-je ouvrir mon cœur sans avoir peur d'être trahi? Je ne sais pas si je suis prête, ai-je avoué. Je comprends, a-t-il dit avec douceur. Prenez le temps qu'il vous faut. Ma proposition reste ouverte. Cette patience, cette compréhension m'ont touché. Mathieu n'avait jamais fait preuve d'une telle délicatesse. 3 semaines plus tard, j'ai appelé Antoine. Nous avons pris ce café, puis un déjeuner, puis un dîner. Très lentement, très prudemment. J'ai commencé à lui faire confiance. Il ne me brusquait jamais, ne me posait pas de questions indiscrètes, respectait mon rythme et mes craintes. Le jour où il a rencontré Lucas et Emma, j'étais terrorisée. Comment mes enfants allaient-ils réagir? Allaient-ils l'accepter? Allaient-ils penser que je trahissais leur père? Antoine a été parfait. Il ne s'est pas imposé, ne s'est pas montré trop familier. Il a joué avec eux, les a écoutés, les a respectés. Et petit à petit, ils ont commencé à l'apprécier. « Antoine, il est gentil », m'a dit Emma un soir. « Il ne crie jamais comme papa avec sa nouvelle amie.
Cette remarque innocente m'a fait réaliser que mes enfants n'étaient pas dupes. Ils avaient remarqué que l'ambiance chez leur père n'était pas sereine, que Mathieu et Isabelle se disputaient souvent. Ma nouvelle vie prenait forme doucement. J'avais un travail que j'aimais, des enfants formidables, un homme attentionné qui m'aimait pour ce que j'étais vraiment, des amis fidèles, une famille reconstituée. J'avais surtout retrouvé confiance en moi, en ma capacité à être heureuse seule ou accompagnée. 2 ans après la découverte, j'ai croisé Mathieu au supermarché. Il était seul, avait l'air fatigué, vieilli. Il a tenté de m'aborder, de me parler, mais je l'ai poliment évité. Je n'avais plus rien à lui dire, plus aucune colère à exprimer. Il appartenait à mon passé. J'ai appris par des connaissances communes qu'Isabelle et lui s'étaient séparés 6 mois plus tôt. Leur grande histoire d'amour n'avait pas résisté à la réalité du quotidien. Ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient rien en commun en dehors de leur trahison, que leur relation était basée sur l'adrénaline de l'interdit, pas sur l'amour véritable. Cette nouvelle ne m'a fait ni chaud ni froid. J'étais définitivement tournée vers l'avenir. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a donné de l'espoir ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans l'épreuve peut faire toute la différence. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces témoignages qui nous rappellent que la vie peut toujours nous surprendre, en mal comme en bien. Vous avez la force de surmonter vos épreuves, j'en suis certaine. Merci de m'avoir écouté.